C'est-à-dire que les hommes et les Oui. femmes, on est égaux, mais on est différents. Se battre pour Ouais. l'égalité, c'est magnifique. Vouloir gommer ces différences, c'est impossible. Je me suis vraiment focalisée, orientée sur accompagner les hommes, aider les hommes à mieux comprendre les femmes, à mieux séduire les femmes. Pas une séduction pour une séduction ou pour se Hmm. prouver quelque chose, mais la séduction pour trouver l'amour. Quand on parle de séduction, de trouver l'amour, on peut se dire dans un premier abord, quand on regarde un petit peu de l'extérieur, on peut se dire chaque personne est différente. Et en même temps, quand, comme toi, tu as accompagné de nombreuses personnes, des centaines, des milliers, il se dégage souvent des patterns, en tout cas des structures, des schémas qui reviennent. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et donc, quelle sorte de pattern tu vois régulièrement chez les hommes que tu accompagnes? Tout à fait d'accord, complètement. C'est-à-dire que au bout d'un moment, quand tu as déjà vu un cas, deux cas, trois cas, 100 cas, 300 cas, différentes personnes, il se dégage un pattern, en effet. Je vais donner les patterns non seulement pour les hommes, mais aussi pour les femmes, parce que c'est à ce moment-là qu'on va comprendre à quel point les hommes et les femmes sont différents. Le pattern qui se dégage le plus des hommes qui viennent à moi et qui ont donc une problématique, c'est « elle m'a rejeté, elle m'a dit non, comment je peux faire pour la faire changer d'avis? Comment je peux faire pour qu'elle me dise oui ?» Et chez les femmes, c'est différent. Alors c'est ça qui est très intéressant. Chez les femmes, la problématique et le pattern qui se dégageait en premier est « je voudrais que mon homme change ». C'est-à-dire je l'aime, mais il y a quelque chose qui va pas, ou je l'aimerais plus si il faisait quelque chose de différent. Donc c'est comment je peux faire pour que mon homme change. Ça veut dire que assez vite, on voit vraiment une différence entre les hommes et les femmes. Complètement, parce que quand tu vois chez les hommes, en fait, la principale difficulté est « je suis célibataire et je n'arrive Oui, pas à oui, rencontrer une femme qui m'intéresse et je n'arrive pas à l'intéresser non plus et je n'arrive pas à la séduire ». Et chez les femmes, c'est « je suis en couple et c'est oui. à ce moment-là que ça ne va pas ». Au bout d'un certain temps, j'aimerais que mon partenaire change. Dans le domaine de la séduction, tu sais, une femme est sollicitée 8 fois plus qu'un homme. 8 fois plus. C'est-à-dire que quand un homme est sollicité par une femme, c'est-à-dire quand une femme démontre son intérêt à un homme, eh bien, cette femme-là est draguée par 8 hommes. C'est ça, à peu près, grosso modo, ce que cette statistique démontre. Et donc, chez les hommes qui sont dans la séduction, qui ont envie de séduire, qui ont envie de plaire, qui ont envie d'être en couple, ils vont pas forcément rechercher la bonne personne, mais ils vont rechercher à réussir à attirer la femme qui leur plaît. Il y a une femme qui me plaît, je sais pas comment faire pour l'intéresser. Je suis dans la friend zone, elle m'a rejetée, elle m'a dit qu'elle voulait bien qu'on soit amis, mais pas plus, je comprends rien, je comprends pas. Comment fonctionnent les femmes? En général, c'est ça, je comprends pas. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'elles changent d'avis? Comment fonctionnent les femmes? C'est quoi le bouton qu'il y a chez les femmes? Tu sais, où simplement j'appuie dessus, et puis tout à coup, elle se met à se comporter comme un homme, et je comprends tout Oui. à coup comment elle fonctionne au niveau de la séduction. Comme tu l'auras compris, il n'y a pas de bouton chez les femmes. Ça Ouais. marche pas comme ça. Les femmes se comportent comme des femmes, c'est-à-dire les femmes féminines Ouais. se comportent de façon féminine, et particulièrement dans la séduction, quand il est question d'amour et de séduction, c'est extrêmement, les différences sont extrêmement visibles, et les hommes masculins se comportent de façon masculine, particulièrement en amour et dans la séduction. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une bonne façon d'aborder les relations versus une façon qui serait, en tout cas, qui apporterait moins de résultats qu'on recherche, par exemple? C'est une question un peu difficile, mais je vais tenter d'y répondre. Parce que je Oui. ne crois pas à cette notion de bon ou pas bon. Je crois juste au fait qu'il y ait des conséquences et des résultats qui soient agréables à vivre et des conséquences et résultats qui soient désagréables à vivre. Mais à aucun moment donné, réussir à sortir avec une femme ou réussir à sortir avec un homme ou réussir à être heureux en couple est une réussite. C'est pas une réussite. C'est juste qu'à un moment donné, on a envie d'être en couple. Eh bien, on se donne les moyens de l'atteindre. Donc, c'est plutôt ça. Et donc, pour répondre de façon un peu plus précise à ta question, je dirais que y a quand même une façon agréable d'aborder les relations amoureuses, d'aborder la séduction. C'est quand on est complètement dans l'acceptation de ce qui se passe. C'est-à-dire, l'autre te dit non. Ok, tu sais quoi, c'est pas grave. Elle m'a dit non. Il y en a 10 autres que je vais rencontrer demain. Il n'y a pas de souci. Par contre, une façon désagréable d'aborder les relations amoureuses, c'est ce que je constate chez la majorité des hommes qui viennent me voir, c'est que ils sont dans la non-acceptation. Ils sont dans le refus du refus. Elle m'a dit non et je refuse son refus. Et ça peut pas marcher. C'est quand on refuse un refus, ça peut pas fonctionner. Et le meilleur moyen d'obtenir un résultat agréable, donc, ou d'atteindre un de ses objectifs personnels, ou de sa vie sentimentale qui est d'être en couple, c'est d'accepter le refus. Le plus vite on accepte le refus de l'autre, et plus vite on peut passer à autre chose.
Ouais. Quand une femme a dit non, pourquoi chercher à la faire changer d'avis? Une Mm. bonne personne, pour moi, selon moi, la bonne personne, le bon partenaire, la bonne partenaire, c'est quelqu'un qui a envie d'être en couple. C'est quelqu'un qui a Mm. envie de donner une chance. C'est pas quelqu'un qui dit non. Donc ça voudrait dire qu'il y a cette dimension d'attitude et en fait finalement qui démontre aussi des croyances, par exemple le sentiment d'avoir par exemple de l'abondance autour de soi et que donc un refus n'est pas forcément ni révélateur de ma propre valeur en tant qu'individu et ni important parce qu'il y en a d'autres. Il y a cet aspect-là et j'ai l'impression qu'il y a aussi l'aspect compétence. C'est-à-dire, j'ai la façon dont j'aborde l'interaction, et puis derrière, je sais ou je sais pas faire, comme je sais ou je sais pas faire du vélo ou conduire une voiture. Exactement, c'est-à-dire que d'un côté, il y a le mindset, l'état d'esprit en français. Hmm. Donc l'état d'esprit, c'est comment je vais réagir en fait face à une situation, comment je vais prendre la situation, les émotions que je vais avoir par rapport à cette situation, comment je perçois la situation. Est-ce que je le perçois sous un angle tellement restreint que ça va forcément m'apporter de la douleur, de la frustration et plein d'émotions, pas forcément négatives, parce que je crois pas à négatif, positif, mais Hmm. désagréables. Ou Ouais. bien est-ce que j'ai un état d'esprit très ouvert et que je vois et je perçois la situation sous un angle où je vais avoir accès à différentes ressources pour pouvoir justement ne pas ressentir d'émotions désagréables, mais Ouais. aller de l'avant, accepter, continuer à être dans la joie, être dans le demain, un nouvel objectif, etc. Et à côté de ça, comme tu le dis, il y a aussi les compétences. C'est pas tout que d'avoir une vision différente et ouverte sur les situations, Hmm. sur l'amour, sur la séduction, mais également savoir quoi faire, puisque les femmes et les hommes fonctionnent différemment. Je vais illustrer ça par deux exemples. Quand je t'ai dit tout au début, oui, je vais te dire exactement quel est le problème majeur chez les hommes et le problème majeur chez les femmes, c'est les deux patterns Ouais. qui reviennent. Je vais te dire à peu près ce qui se passe. Chez les hommes, en fait, ils n'arrivent pas à intéresser la femme qui leur plaise parce qu'ils ne savent pas comment faire. Parce qu'ils ne savent pas Hmm. ce qui plaît à une femme, en fait. Ils n'ont pas cette Hmm. connaissance-là, ce qui est normal, puisqu'on nous a jamais appris. Hein. Ouais. On Ouais. nous a jamais appris à l'école, on n'a jamais eu de cours Absolument. de comment fonctionnent les femmes, comment fonctionnent les hommes, la séduction, on nous a jamais appris ça, donc c'est normal. Hmm. Mais on se retrouve dans Hmm. cette situation où, tu sais, comme tu dis, tu sais pas faire du vélo, bah va sur un vélo et puis tu vas tomber les premières fois jusqu'à ce que tu apprennes. Oui. Ah, c'est la même chose. Et les femmes aussi, c'est pareil. Les femmes qui ont du mal avec les hommes, en général, elles sont plus en couple quand elles ont du mal, quand elles ont des difficultés. C'est parce qu'elles n'ont pas appris, elles ne savent pas en fait ce qu'attend un homme, un partenaire en fait dans une relation. Elles n'ont pas appris Hmm. ça. Elles ont pas, on leur a pas appris. C'est normal, l'école aussi nous a rien appris sur le couple. Oui. Comment être heureux en couple. On nous a juste dit les fleuves d'Allemagne et les rois de France et Vercingétorix. Le truc En qui nous, 1515. c'est trop ça. Ouais. Des trucs qui nous rendent pas du tout heureux aujourd'hui et qui ne nous Ouais. servent pas, sauf pour les profs d'histoire, mais sinon, à part ça, non. On nous a pas appris ça, donc c'est normal qu'on sache pas. Mais en effet, comme tu le dis, il y a aussi une notion de compétence. C'est quand je me retrouve dans la situation, Hmm. qu'est-ce que je dois faire? C'est-à-dire si je ne sais pas ce Hmm. que je dois faire, si je ne sais pas ce qu'attend l'autre de moi, ça va être compliqué. Il y a une notion sur justement ces compétences que je trouve intéressante, c'est de réaliser que la rencontre est une séquence, dans le sens où on ne fait pas tout en même temps, il se passe différentes étapes, dont en fait des hommes qui ont pas développé cette compétence peuvent avoir l'impression que le but du jeu c'est de créer tout de suite de l'intimité, par exemple descendre dans les 7 degrés d'intimité, je sais plus qui est l'auteur, mais qui est de dire qu'on commence par parler par des faits, puis des opinions, puis ensuite de plus en plus, par exemple, parler des peurs, des besoins, etc. C'est pas quelque chose qu'on va faire au premier venu à un inconnu, avec un inconnu. Non, et puis j'ai même envie de te dire, tout le monde ne peut pas atteindre le 7e degré tout de suite. Pourquoi? Parce que Hmm. pareil, quand tu apprends à faire du vélo, bah, tu apprends d'abord avec les petites roulettes, puis une fois que tu sais faire, t'enlèves les roulettes, et une fois que Oui, tu t'es bien entraîné sans les roulettes, tu peux prendre des sentiers un peu plus compliqués, un vélo un peu plus complexe, etc. Et là, c'est la même oui, chose. Tu sais, il y a la majorité des personnes qui viennent à moi, des hommes qui viennent à moi, on commence par la première étape, qui est discuter avec des femmes. C'est pas forcément les hmm, séduire, mais simplement aller au contact des autres. D'ailleurs, oui, parfois, je passe même par l'étape précédente, qui est aller au contact des hommes et des femmes, oui, juste pour sortir de la bulle, juste pour se hmm, rendre compte que l'autre en face n'attend qu'une chose, c'est qu'on aille au contact. Que l'autre, hmm, il est tellement focalisé sur sa vie qu'il n'en a absolument rien à foutre de notre vie à nous. Et il s'en fout. Et l'autre, oui, il est tellement focalisé qu'on pourrait dire quelque chose et se vautrer, il aurait oublié dans une minute. Il sait même plus qui on est dans une minute. Tu vois, c'est cette première étape de se rendre compte que l'autre n'est pas un danger. Il n'y a pas, il y oui, a pas de danger, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de, il y a pas,
On peut pas mourir. On peut pas mourir, il peut rien nous arriver de grave d'aller au contact de l'autre. Et quand on se réconcilie avec l'autre, tout à coup, ça devient beaucoup plus facile pour ensuite enclencher les autres étapes du mécanisme. Comment séduire, comment flirter, comment aller jusqu'à embrasser une femme, etc. Et c'est vrai que cette première étape que tu évoques, elle est déjà une grosse marche lorsqu'on a été habitué, conditionné à avoir des interactions désagréables, ou aussi dans le passé, on a été minimisé, on n'a pas été respecté, etc. etc. Et c'est souvent cette barrière qu'il faut faire sauter au départ, non? Oui, c'est ça exactement. C'est-à-dire qu'il y a une notion de l'autre représente un danger pour moi. Parce que j'ai appris par le passé enfin j'ai appris ou j'ai vécu par le passé que on m'a rejeté. Alors que j'ai aimé la personne et la personne que j'ai aimée m'a rejeté. La personne que j'ai aimée m'a trahi. Mes parents m'ont abandonné ou m'ont rejeté. Et même si c'est vrai dans les faits ou pas. Et que c'est que un ressenti. Parce que tu sais que le cerveau fait pas de différence entre l'imagination et le réel. Donc qu'on ait l'impression que ça se soit produit ou que ça se soit réellement produit, de toute façon, on aura les mêmes blessures et donc les mêmes symptômes. Et quand on a expérimenté ça, je donne un exemple plus concret Oui. par rapport à ma propre vie, tu vois, je vais me dévoiler un petit peu. Ok. Mon père était violent avec moi, il était violent physiquement et verbalement avec moi. Et ça a été compliqué parce que mon père représentait justement les hommes pour moi. Je me suis dit, bah, les hommes sont comme ça en fait. Hein. Les hommes vont me rejeter, ils vont me faire du mal. Ce que je me disais tout au début, c'est-à-dire quand j'avais 18 ans, première relation amoureuse officielle et puis qui a duré, tu vois, c'est pas une petite relation amoureuse qui a duré une semaine. Ça, à 18 ans, j'ai eu ma première vraie relation amoureuse et c'était mon vécu de tous les jours. Il me fait du mal. De toute façon, il me rejette. De toute façon, il m'aime mais il veut pas de moi. Il m'aime mais il me fait du mal. Il m'aime mais bref, parce que à un moment donné, on apprend ce qu'on vit. Donc j'avais appris ça. J'avais appris simplement que les hommes étaient violents, rejetaient ou parlaient mal. C'est ce que tu attribuais, tu projetais à cet homme-là. Parce que tu as vécu ça dans ton enfance avec ton père, c'est ça? Oui, c'est ça, tous les hommes. C'est-à-dire que tous les hommes que je croisais avaient pour moi cette capacité d'être ce personnage-là. Je projetais chez eux ce que j'avais vécu par le passé. Et quand on a vécu ce type de blessure, ou un autre exemple, peut-être qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître dans cet exemple-là, dont le père est parti, il n'a plus donné de nouvelles, ou la mère a décidé de partir et n'a plus donné de nouvelles. Ou bien, à un moment donné, le père ou la mère a mis à la porte l'enfant, et bien l'enfant va développer des blessures, en fait, blessures d'abandon, blessures du rejet, bon, bis Bourbeau. Je vous invite à lire le livre, ceux qui nous écoutent. Si vous l'avez pas fait, je vous invite à le lire maintenant. Donc, c'est différentes blessures de l'âme. Eh bien, on va développer cette notion de n'importe qui pourrait refaire la même chose. L'autre est un danger. L'autre peut me blesser. Je peux vivre de la douleur à cause de l'autre. Donc, on se protège. Et comme on se protège, eh bien, on va plus vers l'autre. Petit à petit, on tombe dans une sorte d'isolement. D'autant plus quand il y a le Covid qui est passé par là, qui nous a bien renforcé le schéma d'isolement si on l'avait déjà. Donc, on commence à s'isoler, on commence à percevoir l'autre comme un ennemi, tu sais. L'ennemi, quand je dis l'ennemi, c'est l'autre peut être le bourreau de ma vie. C'est-à-dire, je peux être victime de l'autre. Et quand on tombe dans ce schéma-là, la première étape, c'est de switcher ça, c'est-à-dire de transformer ça, de ne plus se sentir victime de l'autre, ne plus mettre l'autre en tant que bourreau de sa propre vie, mais de reprendre la responsabilité de ce qu'on vit. C'est-à-dire, je vis des émotions, j'en suis responsable. L'autre ne peut pas créer des émotions. Je suis responsable de mes émotions. Et quand on switch ça, tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Comment change ta vision des choses, tu vois? Tu te retrouves face à une foule de personnes dans la rue et tu dis, personne ici ne peut me faire du mal. La seule personne qui puisse me faire du mal, c'est moi-même. Je suis responsable de mes émotions. Donc, en fait, je peux aller vers qui je veux, puisqu'il n'y a aucun danger. C'est moi qui vais me faire du mal. La personne qui me fera le plus de mal sur Terre, c'est moi. Et la personne qui me fera le plus de bien sur Terre, c'est moi. Donc, je peux aller vers qui je veux. Et là, l'ouverture s'opère. C'est une forme de prise de pouvoir, en tout cas de réalisation qu'on a toujours eu ce pouvoir-là, qui passe parfois par une réinterprétation des expériences qu'on a vécues dans le passé. Et c'est peut-être ce que tu disais, c'est que cette peur constante que la même chose se reproduise, c'est un peu ce qu'on peut appeler insécurité.
Oui. Et donc, c'est une peur un petit peu profonde parce que elle est là, mais sans être là un peu toujours. C'est une sorte de petite, je sais pas, boule au ventre. C'est pas vrai. Je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais en tout cas, peut-être une sorte d'émotion omniprésente qui fait que. On peut aussi appeler ça peut-être un narratif, non? Un narratif qui se répète. Exactement. Ouais. Une autre façon aussi de le dire, j'aime bien parler de petits programmes. Tu sais, le petit programme inconscient qu'il y a Ah derrière oui, la tête. d'accord. Donc, tu as tes pensées conscientes et puis il va y avoir le petit programme dont tu vas avoir parfois un peu conscience, mais pas toujours. Et Ah qui va oui. te faire agir d'une certaine façon en particulier. C'est vraiment étonnant parce que ces sujets-là, ils sont tellement, tellement indispensables et pourtant, aujourd'hui, on a beaucoup d'hommes et de femmes qui n'ont pas ces informations-là. Est-ce que pour toi, tu as la sensation que ça devrait être connu par un plus grand nombre, en fait, porté à un plus grand Complètement, nombre? Ouais. complètement. Et puis même, il y a une notion aussi que ça devrait être, tu sais, dans la normalité. C'est-à-dire, tu vas à l'école, Hmm. et puis bon, t'apprends les fleuves d'Allemagne ou les fleuves de France et les rois, Vercingétorix, tout Mais ça, j'aime enfin bien tous les trucs. parce que souvent on parle de mathématiques ou de comptabilité, mais là on parle d'histoire pour illustrer ça, j'aime bien. C'est parce que personnellement, ça m'avait un peu, Ah oui, ça m'a, je sais pas comment dire ça, ça m'avait interpellée, juste interpellée quand j'étais oui. gamine, je m'en souviens très bien. Je devais apprendre l'histoire de France dans les années moins 500 avant Jésus-Christ, enfin c'est un truc. Ah oui. Et je m'étais dit à quoi ça va me servir en fait. Et je me souviens très bien que mes parents n'avaient pas la réponse à cette question. Et j'ai découvert la réponse bien plus tard en fait. C'est que ça te sert si tu veux faire un cursus dedans, mais globalement, ce qui va me servir, c'est les émotions, gérer les émotions, reprendre le pouvoir sur ta vie, comprendre comment fonctionnent les femmes quand tu es un homme, comprendre comment fonctionnent les hommes quand tu es une femme, et puis comprendre le couple également, parce que le couple est une troisième entité. Un couple est composé de trois entités. Il y a l'homme, la femme, en tout cas dans un couple hétérosexuel, ou deux hommes ou deux femmes, et puis il y a l'entité couple. Mais pour que cette entité couple survive, il y a des choses à savoir quand même. Et ça, pour moi, ça doit faire par cet enseignement. Pour moi, devrait faire partie de la normalité. Tu vas à l'école, et tu vas à l'école pour apprendre des choses un peu tout, pour savoir exactement ce Oui, qui te plaît, mais dans ce un peu tout, et également des fondamentaux de la vie, comme ça, des fondamentaux. oui. Pour que tu n'arrives pas à 20 ans, 25 ans ou 30 ans, tu sais, en train de te dire, bon, j'ai envie de construire une famille, et puis tu te retrouves complètement dépassé par les événements, Ouais. sans savoir quoi faire, avec un maximum de douleur, parce que tu comprends rien à l'autre, tu comprends même pas quelles sont tes attentes, quels sont tes besoins, tu sais même pas les exprimer, tu sais pas gérer les émotions, tu donnes ton pouvoir à l'autre, enfin bref, tout plein de trucs. Et je trouve qu'il y a une notion un petit peu d'égalité sociale quelque part parce que c'est un bagage qu'on transmet par le privé, enfin par le familial. Et donc souvent on peut avoir un bagage riche tout comme on peut avoir un bagage limité. Et donc la question elle devient aussi un petit peu, enfin je sais pas ce que tu en penses, mais quelle est la responsabilité du parent, de l'entourage, de l'école, de la culture ou de la société qui porte la responsabilité en fait de cette connaissance? Très très bonne question parce que ça rejoint un petit peu, tu sais, la notion que j'ai abordée juste avant qui est, je te donne un exemple, ça va être Oui. beaucoup plus parlant. Tu peux être un enfant dans la meilleure des familles, dans la meilleure des écoles et dans le meilleur des environnements. Cet enfant reste quand même responsable de ce qu'il accepte de prendre. J'ai jamais vu personne sur Terre qui n'ait pas de blessure, qui n'ait pas été blessé, qui ne se soit pas senti rejeté, qui ne se soit pas senti abandonné, qui ne se soit pas senti dans l'injustice, dans l'incompréhension. Jamais. C'est pas humain, en fait, de ne pas ressentir ça. Ouais. Je pense que tu peux aller dans n'importe quelle école, n'importe quel environnement, n'importe quoi. Tu vas toujours vivre ces émotions quand même, tu vois, comme n'importe qui. On va toujours vivre ces émotions et ça va toujours nous amener, au final, à démarrer la vie adulte, puisque le cerveau arrive à maturité à 21 ans, donc la vie adulte à peu près vers 20 ans, 21 ans, 22 ans, en train de se dire, bon, j'ai peut-être des bagages, j'ai peut-être des outils qu'on m'a transmis, mais la connaissance suffit pas. J'ai besoin d'apprendre à les appliquer. Et c'est à ce moment-là où tu jongles entre les outils que tu as déjà eus ou que tu vas rechercher à ce moment-là de ta vie parce que tu les as pas eus avant, et la blessure que tu as et la difficulté ou la douleur qui fait que tu peux pas atteindre ton objectif et pourtant tu as envie d'y aller. Et pour moi, c'est ça. Donc, n'importe Ouais, qui, tu ouais. vois, tu peux mettre n'importe qui dans le meilleur des environnements. C'est pourquoi il y a des gens
Ils ont deux parents qui les aiment profondément, qui sont calmes, sages, et puis c'est des gens qui sont profondément blessés, parce que c'est humain d'être Oui, profondément blessé. j'entends. Le message, c'est donc de dire que on commence tous à des endroits différents et l'objectif, c'est de se demander qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on va, de notre point de départ, arriver à se défaire des différents bagages et puis ensuite pouvoir justement, du coup, contribuer à rayonner et à se projeter dans le cadre de la relation sentimentale, se projeter à l'autre de la manière la plus belle possible. Ouais, Exactement. Il y a une phrase que j'aime beaucoup ouais. qui est: l'important, c'est pas ce qu'on vit, c'est ce qu'on en fait. C'est-à-dire, Mm. on a tous vécu des choses moches, des choses horribles, des choses douloureuses, des choses difficiles. On a tous vécu ça. On a tous une Ouais. histoire. Moi, j'ai raconté une petite partie de mon histoire, mais on a tous une histoire qui est compliquée et difficile. Et Mm. l'important, c'est de se dire, OK, j'ai vécu ça, ça aurait pu être différent, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être plus agréable, moins douloureux. Mais c'est passé. Donc maintenant, qu'est-ce que j'en fais, en fait? Mm. Comment ça, ce passé-là, cette douleur va me permettre justement d'aller mettre en application des clés que j'ai déjà eues ou que je vais avoir pour pouvoir Mm. avoir une vie sentimentale épanouie, une vie amoureuse épanouie. Pour revenir un petit peu sur le sujet des difficultés que les hommes rencontrent à séduire, pourquoi est-ce que les hommes ne comprennent pas les femmes, ou plutôt qu'est-ce que les hommes ne comprennent pas chez les femmes? Question très intéressante. En fait, il y a beaucoup de questions d'état d'esprit, donc c'est-à-dire le refus du refus, comme j'ai parlé juste avant. Ouais, ouais. Et puis, il y a également une notion de compétence. Et on devra plutôt parler de cette notion de compétence, hein, parce que là, le refus du refus, on en a déjà parlé. Ok. Dans cette notion de compétence, c'est que les hommes ont un fonctionnement plus logique. En tout cas, quand je dis les hommes, c'est le masculin, hein, je précise bien. Oui. Alors, je généralise beaucoup en disant les hommes et les femmes, mais c'est très important que je précise ici qu'il y a une grande différence entre un homme masculin et un homme féminin. Et il y a une grande différence de Mm. comportement entre une femme féminine et une femme masculine. Et pour généraliser, puisque la majorité des femmes sont féminines, Mm. 95%, et 95% des hommes sont masculins, majoritairement. Je parle donc des hommes et des femmes. Les hommes masculins ont un comportement qui est bien plus logique et cartésien que les femmes. Les femmes ont un fonctionnement, un comportement qui est bien plus émotionnel que les hommes. Mm. Donc nous avons deux façons de communiquer qui est différente. Donc si je devais donner une analogie, admettons, les hommes parlent anglais et les femmes parlent chinois. Et Mm. si l'anglais n'apprend pas à parler chinois, il ne va pas pouvoir communiquer avec une chinoise. C'est juste impossible. Vous savez, ce fameux livre-là, tu sais, Julien, les hommes viennent de Mars, les Vénus, femmes. Mars. Oui. C'est ça, exactement. Oui. En fait, c'est ça, si tu parles martien, il va falloir que tu apprennes à parler vénusien. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Oui. Que la femme a un mode de communication qui est émotionnel. Dans sa communication, elle n'est pas directe. Elle induit des choses. Elle Mm. va jamais en frontal. Elle ne dira jamais non à un homme en direct si elle n'est pas intéressée. Elle lui enlèvera Mm. toujours des signes, mais des signes que l'homme ne va pas capter. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas appris à détecter ces signes, il n'a pas appris à parler le langage de la femme. Mais quand l'homme apprend à parler le langage de la femme, tout à coup, ça devient facile. Il se dit, ah ok, elle m'a donné un signe que c'était non. Bon, je suis peut-être pas sûre, je vais insister juste une fois pour voir. Ah ok, elle m'a redonné un signe que c'était non. Elle ne l'a Mm. pas dit en face, puisqu'une femme ne dira jamais en face non. Mais elle m'a donné un signe que non, je viens de comprendre une deuxième fois que c'était non. Ok, bah, je lâche l'affaire, c'est non, et je vais passer à une autre. Je rebondis sur ce que tu dis parce que ça me fait penser et je vais utiliser des mots intellectuels enfin, parce que c'est, que penses-tu de l'analyse redpillienne de, de ces interactions dans le sens où, donc la communauté Red Pill, hein, qui ont une vision, on va dire, assez masculine, très masculine de ça, qui voient ces interactions et qui se disent que les femmes ont une abondance d'interactions, que les hommes sont en déséquilibre et qu'il y a peut-être un besoin de reprendre le pouvoir, par exemple, sur ça. Si je fais une grosse caricature de ce qu'est le Red Pill, hein, je ne sais pas si tu as un avis sur eux. Alors j'ai un avis j'ai un avis sur beaucoup de choses. Ouais, ouais, Et j'ai un avis aussi sur les Red Pills et notamment le mouvement extrémiste féminin. Féminin extrémiste, je parle. ouais. Je pense que le Red Pill, est justement une réponse au mouvement extrémiste féminin. Hmm. Je pense pas que les extrêmes aient toujours amené quelque chose de bon. En général, quand on est dans l'extrême, on n'est pas dans l'équilibre. Donc pour moi, ces deux mouvements-là, ce sont deux mouvements contraires
qui existe parce que si l'un existe, il y a besoin que l'autre soit créé, existe également. Mais ces deux extrêmes n'amènent pas réellement d'équilibre, puisque dans une relation, il faut qu'il y ait une polarité pour qu'il y ait vraiment une attirance entre deux personnes. Et ce que j'appelle une polarité, c'est que l'un soit masculin et que l'autre soit féminin. Alors ça peut être une polarité où l'un est masculin à 90% et l'autre est féminin à 90%, tu vois. Mais ça peut aussi être une polarité pas comme ça, c'est-à-dire une polarité un peu plus dans l'équilibre. Genre, il y en a un qui a 50% de masculin et l'autre qui a 50% de féminin, et puis ils se retrouvent. Mais il y a besoin de cette polarité. Si l'un est extrêmement masculin, l'autre va être extrêmement féminin, et c'est à ce moment-là qu'ils se sentent attirés l'un vers l'autre. Et le problème de ces mouvements extrémistes, Red Pill, c'est les mouvements féminins extrémistes, c'est qu'on est dans la recherche de l'ennemi chez l'autre. Donc au lieu de simplement profiter pleinement et savourer pleinement cette polarité, donc cette attirance qu'il peut y avoir par la différence, c'est dénoter, démontrer cette différence et vouloir la gommer. Sauf que, alors ça, je l'explique dans une formation, je l'explique en 16 heures, donc je vais pas forcément le faire là en 16 heures, mais je vais faire un résumé. Parce que c'est extrêmement important de comprendre pourquoi il y a ces différences féminin-masculin. Parce qu'on veut les gommer, mais c'est impossible à gommer. Parce que ces différences masculin et féminin proviennent à la base de ces différences de gamètes. Les gamètes, ce sont les cellules reproductrices. Donc les gamètes, c'est un gamète. Les gamètes des hommes, ce sont les spermatozoïdes, et les gamètes des femmes, ce sont les ovules. Nous, les femmes, nous créons un nombre de gamètes qui est limité à notre naissance. On ne peut pas se permettre, pour la reproduction de l'espèce, on ne peut pas se permettre de gâcher des gamètes. Donc on ne peut pas se permettre de choisir n'importe qui. Donc on ne peut pas se permettre de s'envoyer en l'air avec n'importe qui. Donc on ne peut pas se permettre d'accepter les avancées de n'importe qui. Donc on est très très sélectif. Parce que on a des gros gamètes qui sont riches en protéines, qui sont riches, mais qui sont difficiles à fabriquer et qui sont de toute façon fabriqués à notre naissance. Donc on a une ménopause, donc en plus, bref, il y a tout un process inconscient dans notre tête qui nous mène à être très sélective par rapport aux partenaires, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un enfant, d'avoir 9 mois de grossesse, plus 9 mois, encore peut-être jusqu'à 2 ans d'allaitement, etc., si on n'a pas bien choisi le bon partenaire. Évidemment, le bon partenaire, c'est en termes de perpétuité d'espèce, donc les bons gènes, et que le partenaire reste avec nous pour protéger l'enfant, pour nous protéger s'il y a un besoin, etc. Parle de ça, peut-être que nos auditeurs vont se dire, tu vois, non mais Stéphanie, attends, on est au 21e siècle, tu nous parles de Cro-Magnon. Sauf qu'on n'a pas eu assez d'années d'évolution. La société d'aujourd'hui, c'était hier en fait. La jungle, c'était hier, d'un point de vue évolution du cerveau. Et donc chez les hommes, puisque vous messieurs, vos gamètes sont petits et que vous pouvez les reproduire à l'infini, parce que vous créez des spermatozoïdes à la demande en fait. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez vous permettre de ne pas être sélectif. Pourquoi? Parce que si vous utilisez un gamète, vous en foutez, c'est facile à reproduire, vous en foutez de façon consciente, c'est facile à reproduire, et puis vous en avez à l'infini. Donc vous pouvez vous permettre de ne pas être sélectif. Donc voilà la grande différence. Ça veut dire que nous sommes dans un monde où nous avons l'espèce humaine dans lequel il y a 2 sexes différents, et également 2 genres différents, masculin, féminin. Et cette différence-là, la seule façon de la gommer, ça serait d'avoir une espèce avec un seul gamète. Même taille, même capacité de production de cette gamète. C'est pas le cas. La voie de l'espèce humaine, avec le temps et l'adaptation, il y a eu d'énormes études scientifiques dessus, mais on avait démarré avec, il y a des millions d'années précédemment, avec des gamètes de tailles différentes. Mais avec les générations, ce qui s'est passé, c'est que les individus avec des petits gamètes, les individus avec des gros gamètes se reproduisaient beaucoup plus que les individus avec des gamètes de taille moyenne. Et donc, avec les années, il n'a plus que resté 2 sexes. Et ces 2 sexes ont engendré également 2 hormones différentes, la testostérone pour les hommes et puis l'œstrogène pour les femmes. Et c'est ce qui influence également le comportement. Donc c'est très important de comprendre, tu vois, quand on n'est pas éduqué à ça, on peut tomber très vite dans ces mouvements extrémistes en train de se dire reprendre le contrôle, ou je voudrais gommer les différences, ou c'est pas normal qu'il y ait des différences, ou on devrait tout faire, ou mettre en place des actions pour qu'il y ait, je sais pas, que les gens aient la même opportunité, ou les mêmes besoins, ou les mêmes envies, ou la même façon de fonctionner. Maintenant, je vais dire quelque chose qui peut-être va déranger les gens, et c'est ok, mais tu peux proposer un poste d'enseignant
à des hommes et des femmes, il y a beaucoup plus de femmes qui vont le vouloir. Tu peux proposer un poste de politicien ou politicienne à des hommes et des femmes, il y a beaucoup plus d'hommes qui vont le vouloir. Donc c'est pas une question de on donne pas assez d'opportunités ou les mêmes opportunités, c'est Ouais, juste que ouais, les femmes ont des besoins différents des hommes et les hommes ont des besoins différents des femmes. ouais. Donc l'ultraféminisme et le red pill sont des tentatives potentielles, peuvent être vues comme étant des tentatives entre guillemets, de déni ou de tentatives de gommer les caractéristiques de l'homme et de la femme d'un point de vue, on va dire génétique, technique, alors que ces caractéristiques-là, ces gamètes-là, donnent naissance à énormément d'implications sociétales, culturelles, comme les femmes, par exemple, ont tellement plus de risques à se reproduire, à ne pas sélectionner d'hommes. Et donc, et je reboucle avec ce que tu disais au tout départ, qui était de dire que les femmes ne vont pas dire ouvertement non, parce que si elles disent ouvertement non, elles se retrouvent avec le risque de tomber sur des hommes qui sont pas forcément très agréables ou qui vont peut-être mal le prendre, et donc c'est peut-être dangereux pour la femme de se retrouver dans ces situations-là, mais aussi elles ont intérêt à protéger la reproduction. Donc, Oui, c'est ça. voilà. C'est-à-dire que c'est le petit programme inconscient chez les femmes féminines. Ouais. Il y a vraiment cette notion de quand je suis quand je suis en rendez-vous amoureux avec un homme, tout de suite je me projette. C'est peut-être le futur père de mes enfants. C'est tout de suite je me projette. Et comme tout de suite je me projette, c'est ce programme inconscient qui fait que je me Ouais. projette. Donc Ouais. il va s'en suivre et la conséquence de tout ça, c'est tout plein de pensées et de façons de fonctionner complètement différents Ouais. des hommes. Mais je vais quand même rebondir un petit peu sur ce que tu disais sur les deux mouvements, hein, ultra féminin Ouais. et puis Red Pill. C'est pas des mouvements qui sont mauvais, parce que rien n'est bon ou mauvais. Je pense que c'est des mouvements qui méritent d'exister, qui méritent d'être là, tu vois, pour aller rechercher l'équilibre, justement. Un équilibre, on peut le prendre que quand on est aux deux extrémités. Ouais. Mais Ouais. simplement que parfois, il y a certains discours, moi, dans mes connaissances et dans mes compétences, m'interpellent, parce que je me dis, il y a certains discours où on veut retrouver la même chose, tu sais, comme si je me disais gommer les différences entre les hommes et les femmes. Ouais. En fait, ça m'interpelle parce que c'est pas possible. C'est-à-dire que les hommes et les Ouais. femmes, on est différents, on est égaux, et c'est beau, je trouve, de se battre pour cette égalité. C'est beau, mais on est différents. Et la différence n'empêche Ouais. pas l'égalité. Mais c'est deux Ouais. choses complètement différentes. Se battre pour Ouais. l'égalité et vouloir l'égalité, c'est magnifique. Vouloir gommer ces différences, c'est impossible. Je pense au nom de certains idées concepts comme l'égalité ou l'équité qu'on ne conceptualise pas forcément de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, l'égalité, ça ne veut pas forcément dire le même nombre de femmes politiciennes que d'hommes politiciens, le même nombre de femmes professeurs, la même moyenne d'âge. Bon, évidemment, je pourrais entrer dans du polémique en parlant de salaire moyen, mais c'est pas le but. Mais en tout cas, par exemple, si on regarde par exemple les départs en maternité, etc., notamment, hein, mais qui sont donc des implications directes de porter des gamètes qui sont de tailles différentes, ça crée en fait une structure démographique qui est différente, quoi. Complètement, c'est ça. On peut reprendre juste cet exemple du fait de porter un enfant. Le fait de porter un enfant et de l'allaiter nécessite chez la femme un arrêt, un arrêt. Et après, alors je vais parler un peu politique, mais tant que Ouais. cet arrêt, cette durée de congé paternité n'est pas au même niveau que le congé maternité, il continuera à y avoir des différences dans un endroit où il ne devrait pas y avoir tant de Hmm. différences, puisqu'on parle que du boulot. On parle pas d'homme ou femme au boulot, on parle que du boulot. Donc, bien Ouais. qu'il y ait réellement des différences de fonctionnement et de communication, etc., entre les hommes et les femmes, au final, si une femme doit prendre 3 mois minimum, un homme devrait pouvoir, ça devrait être obligatoire de prendre 3 mois minimum, puisque dans ce cas-là, D'accord. la différence serait gommée. Entre guillemets, Ouais. dans un Oui. contexte où on parle pas vraiment d'hommes et femmes, mais on parle de collaborateurs, ce qui est différent. Moi, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est justement cette méconnaissance de l'état de la, peut-être, je dirais peut-être un gros mot, mais de la nature humaine, même parmi des gens qui ont vraiment beaucoup de culture, enfin qui ont amassé une grande quantité de culture, et qui pourtant ne sont peut-être même parfois en désaccord avec cette vision. Est-ce que tu as un avis par rapport à ça? Oui, ils ont le droit d'être en désaccord. Ouais. Ils ont complètement le droit d'être en désaccord et tu sais, parfois ça permet d'être en désaccord et de ne pas vouloir voir la vérité, de ne pas Hmm. vouloir accepter la vérité sert un but.
dont on n'a pas forcément conscience, D'accord, tu vois, qu'on voit pas forcément chez l'autre. En tout cas, je le vois dans les personnes que j'accompagne, hein. C'est pour ça que je te dis je ça, c'est parce comprends. que il y a Oui, certaines personnes qui résistent. C'est-à-dire, ils veulent être accompagnés par moi. Et ils mm, payent. Donc, c'est-à-dire qu'ils me donnent de l'argent pour ça. Ils vont prendre de leur temps pour ça. Ils vont prendre de leur énergie. Donc, les trois ressources qu'on a. Et on n'en a pas 50, on en a trois. Le temps, l'argent et l'énergie. Et pourtant, ils résistent. Et ils résistent. Et pourquoi ils résistent? C'est parce que tout à coup, si jamais ils acceptent cette vérité, ça change complètement leur paradigme. Ça change leur vision des oui, choses. Totalement. Et en plus, et le passé également. C'est-à-dire que jusque-là, ils étaient victimes de l'autre. On m'a fait ça, on m'a trahi, on m'a rejeté, j'ai tout donné, mais on m'a dégagé, par exemple. Et tout à oui, coup, quand on leur propose une nouvelle vision des choses, parfois ça dérange tellement, c'est tellement difficile à accepter parce que, en fait, j'étais pas victime de l'autre. En fait, j'ai choisi. Par exemple, ah, mais en fait, j'avais vu que l'autre était un pervers narcissique, mais je l'ai choisi quand même. Il m'avait donné tous les signes, ou elle m'avait donné tous les signes que c'était une perverse narcissique. Et pourtant, si oui. j'accepte cette nouvelle vision des choses, je ne suis plus victime de l'autre. En fait, je l'ai choisi. Un autre exemple qui serait pour les hommes, si je choisis de prendre la responsabilité de ma vie, je rends des comptes face à moi-même sur là où j'en suis actuellement, sur les échecs que j'ai pu avoir, etc., etc. C'est ça exactement. J'ai lu un livre qui s'appelle Can't Hurt Me. Oui, Euh, je me souviens plus, mais il a de fait un Goggins. buzz. Oui, c'est ça, exactement, de Kings. Oui, Et lui, il parle alors j'ai lu en anglais, mais la traduction, je crois que c'est le miroir de la vérité ou le miroir de. d'accord. Bref, et en fait, tu sais, il pousse, il dit, bah vas-y, va te regarder dans le miroir. Va te regarder dans le miroir et dis-toi ce qui va pas, quoi. Et va pas te dire, parce Hmm, qu'il donne un exemple qui est très précis et j'aime beaucoup. Et il va pas te dire en te regardant dans le miroir, oh, il faudrait que je perde 10 kilos. Si t'es gros, tu te dis, je suis gros. hmm, Et parce que c'est la vérité. La vérité est difficile à accepter. ouais, Parfois, c'est tellement dur que c'est plus plaisant et plus facile d'aller se cacher derrière certaines choses, ou de refuser certaines choses, oui. ou de ne pas développer certaines connaissances, en disant, bah, tant que je Hmm. comprends pas l'humain, je peux justifier d'être toujours victime des autres. C'est super intéressant parce que ça pourrait, par exemple, donner un prisme sur le concept de l'amour avec un grand A, l'âme sœur, qui peut être donc pas forcément un masque, mais en tout cas une idée qu'on souhaite préserver, même si on a maintes et maintes fois prouvé que ce concept-là était pas forcément très représentatif de la réalité. Exactement. Tu veux qu'on discute sur le grand amour, l'âme sœur? Tu veux qu'on embarque là-dessus? Avec Ouais. plaisir si tu veux. Ok, ça marche. Alors parlons de ce sujet. En tout cas, c'était une perche. L'âme sœur, ça c'est un sujet qui est passionnant, l'âme sœur aussi. Ouais. Parce que cette notion, ce concept d'âme sœur est absolument incroyable de croire qu'il y a une personne sur Terre, alors une personne sur Terre qui nous serait dédiée, c'est-à-dire une Hmm. personne sur Terre qui serait née pour nous, ou alors ça c'est vraiment la vision extrémiste des choses, mais sinon une vision qui est un peu plus acceptée et qui est un peu plus répandue, c'est de croire qu'il y a une personne qui nous conviendrait mieux que tous les autres. Hmm. Et on est encore quand on commence à analyser un petit peu cette vision-là, on est encore dans la vision je Hmm. rends l'autre responsable de ma vie. C'est-à-dire que soit l'autre est la bonne personne ou l'autre n'est pas la bonne personne. Donc déjà, on a deux choix. En général, quand on a deux choix, quand on a un choix, on est en prison. Quand on a deux choix, on est dans un Hmm. dilemme. Et quand on a trois choix, on est dans la liberté. Donc deux choix, on reste dans un dilemme. Donc c'est pas bon en général. On se sent pas forcément très bien. Mais cette notion d'âme sœur ou cette notion de ma moitié, tu vois, il y a aussi ça qui vient beaucoup, ma Ouais. moitié. Cette Ouais. notion qu'il y aurait une personne sur Terre qui nous irait mieux que toutes les autres, c'est une façon de se cacher Hmm. derrière la victimisation en se disant bah l'autre va avoir le contrôle, pas forcément avoir le contrôle sur ma vie, mais va me permettre de soit me sentir bien dans la relation, soit me sentir mal. Or, quand on commence à comprendre qu'on est responsable de ce qu'on vit et que finalement la personne qui va te faire le plus de mal sur Terre, c'est toi-même, et la personne qui va te faire le plus de bien sur Terre, c'est toi-même. Hmm. Tu peux mettre n'importe qui en face de toi. Et c'est à ce moment-là que tu comprends que finalement, quand tu mets quelqu'un en face de toi, la façon dont tu te comportes avec cette personne va induire des réactions chez l'autre. Et c'est ces Hmm. réactions qui va faire que tu vas te sentir bien ou pas bien. Mais c'est pas l'autre qui, tout à coup, a un comportement précis
qui sort de nulle part. Non, non, il n'a pas un comportement Ouais, qui sort du ouais. chapeau. Les autres ont toujours des réactions face à nos propres comportements. Il y a une façon aussi que j'aime bien voir les choses sous cet angle-là, parce que pour moi, ça Mhm. explique beaucoup de choses. C'est notamment cette notion d'accord inconscient. Donc là, on pourrait parler un peu plus de spiritualité, ou pas Mhm. forcément, on peut parler simplement d'inconscient. Mais cette notion d'accord inconscient, c'est-à-dire que nous tombons d'accord, chacun, inconsciemment. On tombe d'accord, on se met d'accord sur certaines choses. L'inconscient Mhm. est tellement plus puissant que le conscient. Il y a Ouais, tellement de choses qu'on maîtrise pas avec notre conscient. Et ouais. quand dans un couple ou dans une relation, on se choisit et qu'on se fait du mal, c'était un accord. C'était un accord. Et quand dans un couple, on se Mhm. choisit qu'on se fait Mhm. du bien, c'est un accord. Et l'accord n'est pas vas-y, fais-moi du mal ou vas-y, fais-moi du bien. Mhm. L'accord est j'ai besoin de me sentir bien, j'ai besoin de me sentir mal. Donc, je vais faire quelque chose. Est-ce que tu es OK pour faire quelque chose d'autre en retour pour aller me faire croire que c'est à cause de toi, que Mhm. c'est grâce à toi? Et ça, c'est des accords inconscients, c'est ça? Exactement. C'est juste un terme voilà, Oui, oui, qui est de chez moi, que j'appelle ça les accords inconscients. oui, C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui se jouent dans un oui. couple ou même avant le couple, au moment de la séduction, il y a énormément de choses inconscientes qui se jouent. Et c'est très important de reprendre sa responsabilité dessus en se disant, j'ai cru par exemple que j'ai cru que cette femme-là était la femme parfaite pour moi. Et en fait, elle Mhm. m'a larguée. Ou en fait, ça se passe pas bien. Mais c'est pas Mhm. que la femme n'est pas la bonne personne. Elle n'est pas passée de bonne personne à mauvaise personne comme ça. En fait, elle Mhm. n'était pas la bonne personne depuis le début, où elle l'était, et elle n'était pas la mauvaise personne depuis le début, où elle était. C'est-à-dire, elle est la bonne et elle est la mauvaise personne en même temps. C'est-à-dire que Mhm. c'est pas bon ou mauvais, c'est bon et mauvais en même temps. C'est pas Ouais. gentil ou méchant, c'est gentil et méchant. C'est-à-dire que je vais donner un exemple plus concret. Pour pouvoir être altruiste et aider les autres, il faut être égoïste. On ne peut pas aider les autres Mhm. si on n'a pas de ressources soi-même. Donc si on ne sait pas aider soi-même Mhm. d'abord. Donc égoïste, c'est pas t'es égoïste ou t'es altruiste, c'est égoïste et altruiste en même temps. Voilà, donc c'est juste une autre vision de la non-dualité que je partage Oui. également parce que ça aide énormément. Quand on a une personne en face, la personne va pas être soit gentille ou soit méchante, soit à l'écoute ou pas à l'écoute, ou focalisée sur Oui. autre chose. Elle va être les deux. Il y a juste des moments en fait où la personne en face va exprimer plus une facette d'elle ou plus une autre facette, mais elle sera constamment les deux. Mhm. Et puisqu'elle est les deux, bah, elle est la bonne personne. Ou la mauvaise d'ailleurs. La Ouais. bonne ou la mauvaise, peu importe. Ça dépend de ce qu'on Ouais. décide. C'est une forme de, je dirais peut-être de, quelque part de pensée magique dans laquelle on n'a pas la responsabilité, parfois, parce que on se dit que c'est la bonne personne. Et donc, si tout se passe bien parce que c'est la bonne personne, et si ça se passe mal, je suis en terrible souffrance parce que conceptuellement, c'est la bonne personne, mais ça se passe mal. Euh, et c'est difficile de prendre la responsabilité de ça, je dirais. Et si j'essaye de comprendre cette idée de non-dualité, c'est d'intégrer pleinement cette idée que c'est à la fois la bonne personne et la mauvaise personne. C'est ça. Et je vais donner un exemple, tu as tout à fait compris. Ouais, Cette notion de dualité, c'est vraiment un gros paquet, hein, d'accord? Et on vient de l'aborder en très peu de temps. Donc, ouais, s'il y a ouais. des auditeurs qui suivent pas ou qui ont du mal, c'est normal. Donc, je vais donner un exemple et comme ça va permettre vraiment d'éclairer un peu plus et de comprendre un peu mieux ce concept qui est l'une des clés fondamentales, vraiment, dans l'épanouissement personnel et dans le bien-être. Exemple personnel. Hier, avec mon partenaire, j'étais Ouais. sur mon ordinateur en train de résoudre un problème et le four allait, donc je venais de faire à manger et le four allait être prêt. Donc je lui dis, est-ce que tu peux aller regarder le four s'il te plaît? Je crois que c'est cuit. Et nous avions 2 invités. Et je lui redis, je lui dis, tu peux aller regarder le four? Je crois que c'est prêt. Et moi j'étais focalisée, j'en avais marre, j'étais focalisée sur un problème. Il devait pas y avoir ce problème. Avec l'équipe, on cherchait à le résoudre. J'arrivais pas à le résoudre. Personne n'arrivait à le résoudre. Bref, j'étais déjà énervée. Il va le voir. Il se brûle et il vient me revoir en me disant, je me suis brûlée. Et à ce moment-là, je relève même pas la tête. Je lui dis rien. Je lui dis, mais t'as vérifié, c'est cuit ou c'est pas cuit? Et à ce moment-là, il me dit rien, il repart. Et là, je m'énerve. Ouais. Je me dis, mais c'est vraiment un enfant, cet homme-là n'est pas responsable. Donc je l'ai mis dans une catégorie. Je l'ai scindé en deux. C'est pas il est Hmm. responsable et puis parfois pas responsable. Parfois il se comporte comme un adulte, parfois il se comporte comme un enfant. Il n'est pas responsable. C'est un enfant. Je ne peux pas D'accord, compter sur lui. d'accord. Donc je l'ai scindé en deux. Je n'ai vu qu'une seule partie que je voulais bien voir histoire d'être énervé contre lui. Hmm. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'évidemment, lui, de son côté, il a mal pris. Il a mal pris ça parce que
il venait de se brûler et j'en ai eu rien à foutre. J'ai même pas témoigné de compassion, j'étais tellement focalisée sur résoudre ce problème. Et donc l'après-midi, on en rediscute. Et là, il me dit, j'en ai marre, j'aime pas quand tu me parles comme ça, tu devrais pas me parler comme ça, une relation devrait être fluide. Et là, lui aussi, il retombe dans ce même schéma que j'avais eu juste avant. Une relation devrait être fluide. C'est-à-dire, elle ne peut pas être compliquée et fluide, elle devrait être que fluide. Ça n'existe pas dans la vie, ça. Tu ne devrais pas me parler comme ça. Donc, majoritairement du temps, je lui parle avec de la compassion et de l'amour, mais parfois, quand je suis énervée, tu parles comme ça. Donc, il devrait y avoir qu'un seul truc, mais pas les deux. Donc, on est tombés tous les deux dans ce schéma-là. Et quand il m'a dit ça m'a réénervé. Je me suis dit, mais oui, mais c'est certainement pas la bonne personne. Tu sais, j'ai eu une pensée à la con comme ça qui arrivait en disant, mais c'est peut-être pas la bonne personne pour moi. Et le fait de croire que c'est pas la bonne personne, le fait d'avoir cette douleur qui me rejette sur l'instant parce qu'il s'est senti rejeté, m'a amené en fait à énormément de remises en question qui n'ont pas lieu d'être, énormément de douleurs supplémentaires qui n'ont pas lieu d'être, parce que c'est soit la bonne, soit pas la bonne. Donc si il me rejette, c'est que c'est pas la bonne personne. Mais si c'est pas la bonne personne, qu'est-ce que je fais avec lui? Mais si c'est pas la bonne personne, alors qui est la bonne personne pour moi? Et ça, c'est des questions qui sont pas des questions de haut niveau de conscience, c'est des questions à bas niveau de conscience. Donc, c'est une question de merde qui amène une réponse de merde. Je l'appelle comme ça. Alors que, bref, hier soir, donc je me suis vue en train de penser ça, et dès que je me suis vue en train de penser ça, je me suis dit non, Stéphanie, cet homme, en ce moment même, n'est pas la bonne personne pour toi. Mais 98%, 99% du temps, c'est la bonne. Donc, ne te laisse pas piéger en croyant que, parce que ça se passe bien 99% du temps, et parce que parfois on se dispute ou qu'on n'est pas d'accord 1% du temps, tout à coup, il y aurait cette notion, c'est plus la bonne personne pour une raison particulière. Et ça a désamorcé totalement le conflit de mon côté. C'est-à-dire qu'il pouvait me dire absolument tout, il pouvait me rejeter, il pouvait m'insulter, même s'il voulait, ça aurait rien changé pour moi. Et c'est ok. Il a le droit de se comporter comme ça, c'est ok. Le fait d'avoir cette vision, de se dire l'autre est la bonne personne et l'autre n'est pas la bonne personne, ça va juste dépendre des moments. Ça permet de donner l'autorisation à l'autre d'être absolument qui il veut. Quand tu donnes l'autorisation à l'autre d'être qui il veut, quand l'autre peut exprimer absolument tout ce qu'il veut, c'est-à-dire il peut exprimer son côté connard, comme il peut exprimer son côté magnifique. Personnellement, je suis une femme extraordinaire et la pire des connasses, ça c'est sûr, mais parce que je suis les deux. Donc, on est tous les deux. Ça dépend de ce qu'on choisit d'exprimer. Mais quand l'autre a la possibilité d'exprimer la totalité de ce qu'il est, il se sent bien dans la relation. Il a qu'une envie, c'est de rester. Il se dit, quelqu'un qui m'accepte même quand je suis l'enfoiré de service. Waouh. Et c'est ça qui fait, donc c'est par notre propre acceptation de l'autre, on fait de l'autre la bonne personne. Et là, on est dans une relation dans laquelle vous êtes dans un amour inconditionnel, je dirais. Oui, c'est ça. Alors, je ne sais pas si l'amour inconditionnel est vraiment possible en tant qu'humain, mais je pense qu'on pourrait s'en rapprocher un peu. Tu sais, un peu. Je pense que l'amour inconditionnel, c'est bon sur le papier, mais dans la réalité, on peut que s'en rapprocher un peu. Et je pense que c'est une forme où on se rapproche un peu de l'amour inconditionnel, de se dire, l'autre peut même décider du jour au lendemain de se barrer. Ça serait OK. Ça veut pas dire que je vais rien faire pour chercher à le récupérer, mais il pourrait décider d'en avoir marre. Je l'autoriserais à en avoir marre, en fait. Je l'autoriserais à être en colère. Je l'autorise à être rancunier. Parfois, il est rancunier, mon homme. Je l'autorise à être rancunier. Quand je lutte contre ça, quand je me dis non, il n'a pas le droit d'être rancunier, mais pour qui il se prend, à ce moment-là, la rancune reste parce que je ne lui ai pas donné l'autorisation d'exprimer une partie de lui, de ce qu'il a besoin d'exprimer. Donc voilà, c'est des exemples pour montrer comment on fait de l'autre la bonne personne. La bonne personne ne devient que la bonne personne quand on fait de lui ou d'elle la bonne personne. C'est une forme de choix ou d'engagement qui est une décision préalable quelque part. Exactement, c'est une décision. Exactement. Qui suit un cheminement passé quand même plus relativement long, dans le sens où il y a d'abord donc ce processus de séduction, de rencontre, puis de connexion, puis un passé commun de divergence, on va dire. C'est un certain nombre de divergences pour rentrer l'un l'autre dans cette vision de la relation qu'on pourrait avoir qui est commune et dans laquelle les deux sont pleinement dans la relation. Et dans ces fondations solides qu'on a créées l'un l'autre, on va pouvoir l'un et l'autre faire le choix qu'on aimera l'autre inconditionnellement. C'est ça. Après, je pense pas qu'il y ait besoin de la condition que les deux
soit Hmm. dans cet amour inconditionnel ou dans la recherche de cet amour inconditionnel, puisque en donnant l'autorisation à l'autre d'être qui il est, il va inconsciemment te donner la même autorisation. Si tu laisses, D'accord. t'acceptes que l'autre soit en colère et que tu ne juges pas d'être en colère, et que tu lui dis, bon, Ouais. t'as besoin d'espace, je vais t'en donner, t'as le droit d'être en colère, t'as besoin d'espace, je t'en donne. Vas-y, exprime ta colère, c'est D'accord. ok. Tu veux même que je reste quand t'exprimes ta colère? Ok. Si tu préfères que je reste. Vas-y, exprime ta colère sur moi, c'est ok. L'autre inconsciemment se sent tellement dans l'autorisation et dans la liberté d'être lui-même que inconsciemment il te donne la même liberté après, en retour. Ouais. C'est un couple, c'est vraiment le symbole de la fille, hein. C'est-à-dire, il y en a un qui va donner une impulsion qui va être réceptionnée par l'autre. Et c'est cette réception qui va lui permettre de donner également une impulsion qui va être réceptionnée, etc., 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 etc. Merci pour ça. Merci beaucoup pour ça. Je te propose de finir par une séquence un peu plus ludique, qui est une série de questions courtes. Si tu es prête, je te pose ces questions. Je suis prête. Ok. Stéphanie, faut-il aimer sa vie telle qu'elle est ou faut-il la changer? Alors, une question qui commence par faut-il? Zut! Il ne faut rien, mais si on Ouais. sent que c'est le bon moment, si on sent qu'on en a envie, c'est important de s'en donner les moyens. Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire? Oui, il y a plusieurs personnes qui m'inspirent. Marisa Peer, qui est une hypnothérapeute en Angleterre, et Frank Lobvet, qui est un... Il aime pas être appelé thérapeute, donc je vais pas l'appeler thérapeute, qui est une personne qui a une grande ouverture spirituelle en France. D'accord. As-tu un film qui te tient à cœur, que tu aimes bien? J'adore Ace Ventura avec Jim Carrey. Ça me fait mourir de Waouh. rire. Et parce que dans ce film-là, en fait, j'ai jamais compris pourquoi, parce que ce film-là, je le connais par cœur quand j'étais adolescente, je le répétais par cœur, Ouais. je connaissais les discours par cœur. Et j'ai compris que très tardivement qu'en fait, Jim Carrey se donne l'autorisation d'être totalement lui-même. Il est totalement détaché du regard des autres dans ce film. De quoi as-tu peur? J'ai peur que mon partenaire se barre. J'ai peur qu'il me laisse. Quel est ton emoji préféré, Stéphanie? Je crois que c'est celui avec les cœurs, tu sais, les yeux là, ceux qui font des cœurs, genre, Ah, oh, c'est génial! ok. Ouais, je l'aime bien celui-là, ok. Et ça y est, la séquence est finie. Stéphanie, on approche bientôt de la fin et moi je serais ravi de te faire découvrir aussi auprès de mon audience. Donc également savoir un petit peu quelles sont tes actualités et puis si tu as des projets dans le futur, sens-toi libre de les partager maintenant. Ok, eh bien j'ai un projet en effet d'écriture, donc c'est mon projet 2023, écrire mon premier livre sur le sujet. Et puis j'ai récemment fait une formation qui s'appelle Comprendre les femmes, qui est justement Hmm. dédiée aux hommes pour leur permettre de comprendre. Alors on en a parlé un petit peu, mais on a abordé vraiment les sujets. Je vais beaucoup plus en profondeur dans la formation, et puis surtout Ouais. je dévoile, je donne les explications sur toutes les attitudes, tous les comportements des femmes pour donner toutes les clés aux hommes et qu'ils aient enfin des vraies chances, en fait, des vraies chances de pouvoir être à l'aise avec une femme et de pouvoir intéresser la femme qui les intéresse. On peut retrouver ça sur ta chaîne YouTube et sur ton site internet? C'est ça. Chaîne YouTube Stéphanie Palma et mon site internet stéphaniepalma.com. Donc Stéphanie avec un F. Et enfin, Stéphanie, est-ce que tu aurais un dernier message pour finir? Oui, un message qui est très important. Oui, 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 complètement. Vous avez le droit, alors pour tous ceux qui nous écoutent, et je vais même tutoyer toutes les personnes, tu as le droit d'être qui tu es. Tu as le droit, si tu es un homme, tu as le droit d'être un homme. Tu as le droit d'avoir des envies, tu as le droit d'avoir des besoins. Si tu es une femme, tu as le droit d'être une femme, tu as le droit de te comporter comme tu veux, tu as le droit de refuser ce que tu veux. Et juste, vas-y, fonce, croque la vie, parce que finalement, tu as le droit d'être qui tu veux, quand tu veux, à chaque instant, et les autres sont tellement axés sur eux, ils sont tellement focalisés sur eux, qu'ils s'en foutent de toi, en fait. Ils vont pas te juger. En fait, ils s'en foutent. Merci beaucoup, Stéphanie. À plus tard. Merci à toi, Julien. Ciao. Et si 2023, c'était ton année pour créer et construire de meilleures relations? Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certains arrivent facilement à créer et cultiver des relations épanouissantes alors que d'autres ont du mal avec les autres dans leur vie sentimentale et sociale? Est-ce que c'est un talent inné? Est-ce que c'est un hasard? À tous les hommes et les femmes célibataires, en couple, mariés, divorcés, avec ou sans enfants, qui cherchent des clés pour créer et construire des relations plus belles, plus épanouissantes, celles qu'ils méritent, laisse-moi te partager les 5 erreurs qui t'empêchent d'avoir des relations épanouissantes. 97% des gens font au moins une de ces erreurs, alors télécharge maintenant ce ebook en cliquant sur le lien qui s'affiche quelque part sur cette page.